Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire de cette édition politique, l'ancien ministre de l'administration territoriale, Pascal Bojona, est rappelé aux affaires. En retour confirmé par décret présidentiel, nous y reviendrons. Puis le Togo prévoit débourser 20 milliards de francs CFA en approvisionnement en eau pour le compte de l'année 2024. D'autres précisions dans ce journal. Au-delà de nos frontières, en Somalie, le groupe Al-Shabaab a saisi un hélicoptère de l'ONU qui s'était écrasé dans une zone contrôlée par ce dernier. L'hélicoptère transportait 9 passagers, parmi lesquels des travailleurs humanitaires, du personnel militaire, des contractantières et des étrangers. Plus de détails dans un instant. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak est confronté à un défi politique majeur au sein de son parti. 30 députés de l'aile droite de son parti conservateur s'opposent à un projet de loi sur les expulsions de demandeurs d'asile vers le Rwanda. On y revient. Voici donc tout pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'ancien ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement Pascal Bojona est revenu aux affaires en retour confirmé par décret présidentiel. Après plusieurs années de silence, l'ancien directeur de cabinet du président Faure Essozimna Gnassingbé revient à la présidence, cette fois sous le titre de conseil spécial chargé des affaires politiques, le récit de Kofi Klege. Monsieur Pascal Akousoulelou Bojona est nommé conseiller spécial chargé des affaires politiques. C'est par cette affirmation du décret présidentiel signé le 29 décembre 2023 que l'ancien ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, revient aux affaires. Si cette nomination surprend certains, pour d'autres, elle était prévisible depuis 2020. Pascal Bojona, alors ministre de l'administration territoriale, a été inculpé dans une affaire d'escroquerie internationale. Il sera placé sous mandat de dépôt le 1er septembre 2012. En avril 2013, il obtint une liberté provisoire, mais il retournera à la prison en août 2014 pour n'en sortir qu'en février 2015. Après sa sortie de prison, l'homme politique s'était imposé un silence que d'autres qualifieraient de repos sabbatique. À partir de mai 2020, le rapprochement avec le pouvoir de Faure Gnassingbé se faisait voir dans les grandes manifestations culturelles et politiques. Le 29 décembre 2023, l'ancien ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement et ancien directeur de cabinet, fait son retour dans l'arène politique avec un nouveau portefeuille. Conseiller spécial chargé des affaires politiques. Même si d'aucuns pensent que c'est pour les élections en vue, rien pour le moment ne justifie cette hypothèse. Le taux de desserte en eau potable au Togo évolue au fil du temps, que ce soit en milieu rural, semi-urbain ou urbain. L'État togolais prévoit pour le compte de cette année une vingtaine de milliards de francs CFA pour l'approvisionnement en eau. Plus de détails. En 2025, le pays veut atteindre un taux de desserte nationale en eau potable de 85%. Pour atteindre cet objectif, l'exécutif prévoit pour cette année 2024 injecter 18 milliards de francs CFA. Cette dotation prévisionnelle est en hausse de 5,8% par rapport à celle de 2023, établie à 17 milliards de francs CFA. Il s'agit à cet effet de construire 850 forages équipés de pompes à motricité humaine pour permettre à plus de 200 000 personnes en milieu rural d'avoir accès à l'eau potable d'ici à la fin de 2025. Rappelons qu'en 2022, plus de 300 pompes hydrauliques ont été réalisées au nord du pays avec 400 forages toujours dans la région septentrionale grâce au projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural des régions de la Kara et des savanes Pasco. Aussi, l'on peut ajouter la construction de 602 postes à énergie solaire sur l'ensemble du territoire. Le Togo veut stimuler l'adoption des véhicules électriques par des mesures incitatives en étendant les exonérations pour les véhicules et batteries neuves. Cette initiative va permettre au pays d'atteindre l'objectif de rendre 3% de son parc automobile entièrement électrique d'ici 2025, ceci malgré les défis économiques persistants. Les précisions avec Harold Atomensan. Dans l'objectif d'atteindre une mobilité plus verte et plus propre,
Le Togo, au travers de sa loi Finance 2024, va mettre en place des mesures incitatives visant à favoriser l'adoption de véhicules électriques dans le pays. L'une des principales initiatives de cette loi est l'extension des exonérations fiscales pour les véhicules électriques et hybrides neufs, ainsi que pour leurs batteries et les motocycles électriques neufs. Ces véhicules bénéficieront d'un abattement de 100% sur la valeur en douane, encourageant ainsi leur importation et leur acquisition sur le marché intérieur. Confronté à une croissance de son parc automobile, le Togo fait également face à un défi environnemental avec une majorité de véhicules considérés comme vieux et polluants. L'objectif déclaré est donc de rendre 3% de son parc automobile entièrement électrique d'ici 2025. Cependant, certaines mesures, telles que la récente réduction des frais de dédouanement pour les voitures de plus de 5 ans, suscitent des interrogations quant à la réalisation de cet objectif. Malgré les incitations, le coût élevé des véhicules électriques reste un frein à leur adoption généralisée. Cependant, des signes prometteurs émergent du secteur des deux roues où les mesures ont conduit à des progrès notables. Atteindre l'objectif de mobilité verte nécessitera des efforts supplémentaires pour promouvoir activement cette transition et soutenir l'innovation dans le domaine de la mobilité électrique. Des ajustements continus dans les incitations fiscales et des partenariats avec l'industrie automobile pourraient jouer un rôle crucial dans la réalisation de ce plan de transition vers une mobilité plus durable au Togo. La page internationale à présent, situation alarmante au Soudan et en Éthiopie. Le conflit qui dure depuis 9 mois entre les généraux Al-Burhan et Daglo au Soudan a des conséquences dévastatrices sur la santé publique, favorisant ainsi la propagation du choléra et la malnutrition aiguë chez les enfants. L'insécurité et les pillages entravent le travail de l'OMS et de ses partenaires. Reportage. Le conflit entre les généraux Al-Burhan et Daglo, qui dure depuis maintenant 9 mois au Soudan, favorise la propagation de maladies dont le choléra. Selon le tableau peint par l'Organisation mondiale de la santé, de milliers d'enfants souffrent de malnutrition et les violences sexuelles augmentent. Alors que la situation ne cesse de se dégrader, l'insécurité et les pillages entravent le travail de l'OMS et de ses partenaires. On estime que 3,5 millions d'enfants de moins de 5 ans, soit 1 sur 7, souffrent de malnutrition aiguë et que quelques 100 000 d'entre eux souffrent de malnutrition aiguë sévère et doivent être hospitalisés. Dans le même temps, le Soudan fait face à une épidémie de choléra avec environ 9 000 cas et 245 décès. L'Éthiopie n'est pas logée à la meilleure des enseignes. Les infrastructures sanitaires sont également affectées par la violence dans ce pays. La situation est notamment préoccupante dans la région d'Amhara. Les restrictions de mouvement entravent l'acheminement de l'aide humanitaire. Les combats affectent l'accès aux établissements de santé, soit en les endommageant, soit en les détruisant. Selon un rapport pluri-institutionnel, 61 établissements de santé ont été entièrement endommagés et 39 partiellement à la suite du récent conflit dans la région d'Amhara. La violence dans cette région est à l'origine d'une famine généralisée et des épidémies. Ce mercredi, selon l'un des responsables de missions onusiennes, le groupe Al-Shabaab a pris le contrôle de l'hélicoptère de l'ONU qui s'est écrasé à l'atterrissage dans le centre de la Somalie. Toujours selon l'ONU, 6 des 9 personnes à bord pourraient être détenues en otage à la suite de l'accident. Les islamistes du groupe Al-Shabaab ont saisi mercredi un hélicoptère de l'ONU en Somalie après que l'engin ait été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence alors qu'il se dirigeait vers la ville de Wissil dans la région centrale de Galgoudoud, zone contrôlée par les islamistes selon un responsable de la mission de l'ONU dans ce pays d'Afrique de l'Est. L'hélicoptère transportait 9 passagers, parmi lesquels des travailleurs humanitaires, du personnel militaire, des contractants tiers et des étrangers. Selon des responsables de la sécurité s'exprimant sous couvert d'anonymat, 6 d'entre eux auraient été pris en otage par les membres d'Al-Shabaab, tandis que 2 autres passagers ont réussi à s'échapper. Ils ajoutent qu'aucun membre de la mission de l'ONU et aucun citoyen américain ne se trouvait à bord de l'hélicoptère. Les Nations Unies apportent un soutien logistique et médical à la force de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie, qui compte 17 500 hommes.
Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, est actuellement confronté à une opposition de 30 députés de l'aile droite des conservateurs. Ces députés envisagent apporter des amendements au projet de loi sur les expulsions de demandeurs d'asile vers le Rwanda, arguant qu'il ne restreint pas suffisamment les recours en cas d'expulsion de migrants. Cette opposition interne pourrait compromettre l'adoption du texte. Plus de détails. Le projet de loi initié par le Premier ministre britannique pour sauver son plan d'expulsion de certains demandeurs d'asile vers le Rwanda sera-t-il mis en mal par son propre camp? Rishi Sunak est confronté en effet à l'opposition de 30 députés de l'aile droite des conservateurs. Ces élus veulent apporter des amendements visant à limiter les recours en cas d'expulsion de migrants. Les frondeurs estiment que la copie actuelle ne sert pas assez la vie en la matière, ce que conteste le gouvernement. Mais en cas d'alliance de circonstances entre la branche rebelle des conservateurs et le Parti travailliste, opposé au plan avec le Rwanda, le texte pourrait être censuré. La loi migratoire présentée le mois dernier vise à déclarer dans le droit britannique que le Rwanda est un pays sûr pour l'envoi des demandeurs d'asile. Kigali a déjà fait savoir qu'il ne s'engagerait pas en faveur d'un programme qui ne respecterait pas les obligations internationales. Les Palestiniens ont exprimé leur reconnaissance ce mercredi envers l'Afrique du Sud pour avoir porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice lors d'un rassemblement sur le plateau Nelson Mandela à Ramallah. Reportage. Les Palestiniens se sont rassemblés mercredi sur la place Nelson Mandela à Ramallah pour remercier l'Afrique du Sud d'avoir soutenu la Palestine en déposant une plainte pour génocide contre Israël devant la Cour internationale de justice. La foule brandissait des banderoles appelant à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, tandis que d'autres agitaient des drapeaux palestiniens et sud-africains. Aujourd'hui, nous disons merci. Merci à l'Afrique du Sud. Merci d'avoir porté plainte contre l'occupation devant la Cour internationale de justice. Nous pensons que de nombreux pays ont ressenti notre douleur, mais l'Afrique du Sud a décidé de la matérialiser sur le papier et de porter plainte. En décembre, l'Afrique du Sud a saisi la plus haute juridiction des Nations Unies d'une plainte accusant Israël de génocide à l'encontre des Palestiniens de Gaza et demandant à celle-ci d'ordonner à Israël de mettre fin à ces attaques. 5 pays ont ouvertement exprimé leur soutien à l'Afrique du Sud, tandis que Israël et les États-Unis s'y sont opposés. Rappelons que ce jeudi, à La Haye a débuté l'audience sur la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël, alléguant des violations de la Convention sur le génocide. Les demandes de mesures conservatoires de l'Afrique du Sud sont examinées ce jour, suivies de la défense israélienne demain. Toute autre actualité à présent, ce dimanche 14 janvier marque le premier tour des élections présidentielles aux Comores. 6 candidatures sur 11 sont validées, dont celle du président sortant, Azali Assoumani, qui se présente pour un 3e mandat consécutif. Quelles sont les attentes des Comoriens de ces élections? Éléments de réponse dans ce reportage. Sur le marché de Volo-Volo, le plus grand des Comores, l'élection présidentielle de dimanche est sur toutes les lèvres. Dans ce pays où 45% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, les citoyens attendent des mesures concrètes pour améliorer leur quotidien. Je souhaiterais que le prochain président fasse en sorte que l'on ait de l'eau courante, de l'électricité et des emplois. Tout le reste est secondaire. Parce que si tout le monde a un travail et de quoi manger, même la délinquance disparaîtra. Si les gens ne sont pas payés, ils ne pourront pas acheter au marché et les commerçants seront perdants. Alors que dans le cas contraire, tout le monde est gagnant. Le président sortant, Azali Assoumani, brigue un 3e mandat. À l'heure du bilan, les habitants retiennent son chantier de reconstruction du principal hôpital du pays. Chaque année, les Comoriens dépensent près de 30 millions d'euros pour être soignés à l'étranger. L'hôpital El Manrouf était délabré, il était laissé à l'abandon. Aujourd'hui, grâce au président Azali Assoumani, il a été rénové. Il a amélioré les routes qui étaient abîmées. On gagne du temps. En une demi-heure, on peut aller de la capitale jusqu'au nord grâce à lui. Pour s'enrichir encore,
Le gouvernement comorien entend développer le tourisme, avec un objectif de 200 000 visiteurs en 2030, contre 45 000 en 2020. À quelques encablures du marché de Volo-Volo, Rahamatou Goulam travaille pour le ministère. Pour attirer les voyageurs, elle mise sur l'artisanat local. Nous devons justement en tant que technicienne proposer au niveau étatique des projets bancables, des projets qui pourront aider à améliorer la production locale pour pouvoir produire des objets faits main de qualité. Il y a des priorités nationales d'encourager les activités qui émergent. En 2019, les Comores affichaient un indice de développement humain parmi les plus bas au monde. L'ONU classait l'archipel 156e sur 189 États. Et c'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain et d'ici là, portez-vous bien.